Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Voici les titres de ce mardi 13 mai. Nous ouvrirons cette édition avec une question. Comment les grands projets d'infrastructure de Monaco font-ils l'économie du pays? C'était la question, le thème du Club de l'éco qui s'est tenu hier à Monaco Tech. Et vous verrez que l'écologie faisait partie intégrante des discussions. Dans le même thème, et si le secteur du bâtiment était en panne? Manque de main-d'œuvre, manque de talent, le domaine n'attire pas. C'est ce qui a conduit l'année dernière à la création de la Caisse de formation du bâtiment qui permet, comme son nom l'indique, d'y remédier par la formation. Son président Nicolas Gentel nous expliquera tout ça dans quelques instants. Alors que Nice accueillera dans moins d'un mois la conférence des Nations Unies sur l'océan, plusieurs initiatives sont menées ici et là pour sensibiliser le public aux défis qui touchent la Grande Bleue. Le photographe marin Olivier Henrigaud a proposé pour sa part un atelier original au Collège Charles III que vous pourrez découvrir. Dans ce journal également, nous prendrons la direction du stade Louis II où la Mounegou Cup était de retour ce matin, réunissant des centaines d'élèves de CE2 de la Principauté. Une troisième édition encore réussie, vous le verrez. Et puis de la musique pour conclure avec un concert exceptionnel proposé dimanche par l'OPMC. Le grand pianiste cubain Jorge Luis Prats était invité pour un concert aux allures sud-américaines. Rendez-vous à la fin de ce journal. Comment les grands projets d'infrastructure de la Principauté contribuent-ils à l'économie du pays? C'est une question que s'est posée le Club de l'éco de Monaco Matin et le Monaco Economic Board dans les locaux de Monaco Tech. À l'heure où l'éco-responsabilité fait partie des critères les plus importants dans le développement du pays, comme avec l'arrivée de l'éco-quartier Maréterra, toutes les discussions sur le sujet sont donc les bienvenues. Le résumé de Léa Dutrouille et Thomas Deus. Le Monaco Economic Board appuie sur la volonté souveraine d'échapper au piège du décor figé. Non, Monaco ne veut pas devenir un musée. Animé par Denis Carreau pour le Club de l'éco, le débat pose une question centrale. Quelle contribution des grands projets d'infrastructure à l'économie de la Principauté? Tous ces projets s'intègrent dans la vision économique puisque ce sont des commandes publiques qui vont en fait se déverser aussi sur des opérateurs, la plupart du temps et de manière majoritaire et prédominante des opérateurs du territoire monégasque. Nous y veillons puisque 1 euro investi par l'État doit pouvoir faire travailler des salariés des entreprises monégasques. Les budgets de dépenses en fait de l'État correspondent à peu près 800 millions d'euros sur des dépenses de paiement pour l'année en cours qui sont exclusivement financé par le budget de l'État. Donc c'est une responsabilité importante et donc c'est aussi pour cela que l'État doit s'assurer de pouvoir avoir les bons encaissements dans ses recettes pour pouvoir être à même de payer ces tranches de projets qui sont lancés et pour lesquels les contrats sont signés. Nous avons donc des engagements financiers également à respecter. Ces dernières années, plusieurs projets d'envergure ont modifié le visage de la Principauté. L'un de ses plus emblématiques, Maréterra, avec un objectif concilier développement urbain et ambition environnementale. On a fait, je pense, le mieux qu'on a pu. Et les résultats sur la transplantation de la Posidonie et toutes les mesures, les centaines de mesures écologiques qu'on a prises, non seulement marins, mais également sur l'extension, au niveau habitation, au niveau récupération des eaux, production de... On a 5000 mètres de photovoltaïque qui crée de l'énergie tous les jours. Enfin voilà, on a vraiment, on est le premier écoquartier de Monaco avec tous les labels que cela implique, HQE et BREEAM, etc. Avec le cap franchi des 20 ans de règne du prince Albert II, ces 2 dernières décennies étaient et restent au service d'une vision, faire de Monaco une capitale compacte mais rayonnante, un modèle miniature pour un futur durable. Intéressons-nous à présent à une association née en janvier 2024. Il s'agit de la CFB, la Caisse de formation du bâtiment, une idée développée dans l'objectif de dynamiser ce secteur qui pâtit bien souvent de ses préjugés, et ce, comme son nom l'indique, grâce à la formation. Pour bien comprendre de quoi il retourne, Nicolas Gentel, son président, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer cette thématique. Le bâtiment, c'est l'un des secteurs les plus importants sur le marché et pourtant, il traverse une crise. Qu'est-ce que la Caisse de formation du bâtiment et pourquoi a-t-elle été créée il y a maintenant 1 an? Alors tout d'abord, la Caisse de formation du bâtiment, c'est un projet imaginé depuis 2019 par la Chambre patronale du bâtiment. Sujet qui au cours des ans a évolué. Nous avons eu de nombreux échanges avec le gouvernement. Et donc ce projet a finalement pris naissance effectivement en janvier 2024. La Caisse de formation du bâtiment que j'ai la chance de présider est une association dont les membres sont la Chambre patronale du bâtiment et la Caisse des congés payés du bâtiment. Association qui est financée par une cotisation sociale patronale créée spécialement à cet effet,
ainsi que bénéficiant d'une subvention du gouvernement princier. Par conséquent, quelles sont les missions précises de la Caisse ? Alors cette Caisse, elle a 3 missions principales qui vont être d'être l'interlocuteur commun sur les sujets de formation pour le bâtiment, d'attirer les jeunes à nos professions et ensuite d'aider à la professionnalisation de nos entreprises. Quelles sont les informations dont manquent selon vous les potentiels futurs salariés du bâtiment et que la Caisse de formation tente à communiquer ? Alors pour exemple, on va parler d'alternance puisque l'une des missions de la Caisse de formation du bâtiment, c'est de promouvoir l'alternance au sein de nos entreprises. C'est aujourd'hui un vecteur principal de formation. Cela veut dire que la Caisse de formation du bâtiment va apporter un soutien financier aux entreprises du bâtiment de Monaco pour accueillir de jeunes alternants. Ça se concrétise par la prise en charge de la totalité des frais de formation, ainsi que 50% des charges patronales afférents au contrat de ces jeunes salariés, et ce, quel que soit leur lieu de résidence ou quel que soit leur lieu de formation, ce qui est une extension au dispositif existant au sein du gouvernement princier pour les jeunes monégasques ou résidents monégasques. Pourquoi est-ce que la Caisse de formation du bâtiment cible principalement les jeunes ? Parce que les jeunes, c'est l'avenir dans nos métiers et que nous avons besoin de les motiver à venir dans la construction et dans le bâtiment. Historiquement, on va dire que c'était des voies de garage. Aujourd'hui, nos métiers sont de plus en plus riches, de plus en plus techniques, de plus en plus intéressants. Et les jeunes, comme je vous le disais, sont l'avenir. Donc au-delà de l'alternance, ça veut dire que la Caisse de formation du bâtiment va intervenir, notamment par exemple sur le stage dating du lycée Régnier 3, où nous rencontrons de jeunes lycéens en recherche d'entreprise pour leur stage en entreprise. Nous allons participer aux agoras des métiers qui sont animés dans les différents établissements de la principauté, avec la participation de salariés de nos entreprises pour communiquer avec les lycéens, ou encore la tenue de stands sur les diverses éditions de l'organisation du Forum de Monaco pour l'emploi, que nous espérons dans l'avenir développer sur le volet de l'alternance. Et la formation permet justement, vous en parliez, de casser les préjugés qui collent à la peau du secteur du bâtiment, hein ? Oui, absolument. Et c'est très tôt dans l'enseignement. Et d'ailleurs, soulignons les échanges récents intéressants et que nous jugeons prometteurs avec la DENJS en son directeur, M. Vinci, Mme Berniac et M. Nguyen du lycée technique. Échange motivé par l'intervention de notre conseiller ministre pour l'Intérieur, M. Beffre. Alors, un an après la création de la Caisse, quel bilan est-ce que vous dressez ? Les objectifs fixés sont-ils atteints ? Alors tout à fait. Donc sur la première année, sur le volet des formations inter-entreprises, nous avons offert un catalogue de 10 formations sur 4 thématiques. Nous avons organisé 25 sessions de formation et obtenu 111 inscriptions de stagiaires, ce qui est un bilan très positif pour une première année. Sur 2025 et dans le même registre, ce sont 39 sessions qui sont organisées sur 17 types de formations. Déjà 39 sessions programmées et fin avril 2025 sans inscription. Donc ce qui nous promet une belle progression par rapport à l'année dernière. Pour parler du volet alternance, nous avons l'année dernière soutenu 37 dossiers d'alternants. 6 nouveaux sont à l'étude pour cette année. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas Gentel, président de la Caisse de formation du bâtiment, d'avoir répondu à nos questions sur Monaco Info. Et merci beaucoup à vous de vous intéresser à nous. La SBM, la Croix-Rouge monégasque et l'association BeSafe ont noué un partenariat hier soir pour lutter contre les risques de se faire droguer en soirée. Résultat, des capuchons de verre protecteurs ont été mis à disposition. Écoutez tous les détails au micro d'Alban Gingembre. On a travaillé en partenariat avec BeSafe pour trouver ce dispositif que l'on a acheté grâce aux dons des différentes personnes qui donnent de l'argent à la Croix-Rouge. On a pu financer ces capuchons de verre et on les propose à la SBM dans les établissements de nuit. Ces capuchons de verre qui sont anti-intrusion pour la drogue du coup.
Et la SBM en a profité pour renouer un autre partenariat avec BeSafe qui permet la mise à disposition de chauffeurs au sortir des établissements de nuit. Écoutez. Cet été, on aura du coup 2 numéros. Un pour la navette qui ira jusqu'en France, donc les communes limitrophes un peu plus loin que d'habitude. Et un numéro réservé vraiment à Monaco intramuros, qui sera du coup la navette électrique et la navette SBM. Et on peut appeler directement sur le Instagram, il y a nos numéros. Et on peut réserver les navettes pour des événements privés, pour des mariages, pour des repas d'entreprise, pour des soirées privées, ça on peut aussi. Tout autre chose à présent, alors que Nice accueillera en juin le sommet de l'ONU sur l'océan, les actions de sensibilisation sur le thème se multiplient. C'était le cas la semaine dernière au collège Charles III qui a reçu la visite du photographe marin Olivier Henrigaud. Avec son association Wildlife Interactions, il propose en effet des ateliers aux élèves à partir de ses travaux, comme nous l'avons constaté dans ce reportage réalisé avec Alexandra Marangoni. Olivier Henrigaud est un photographe explorateur des milieux marins avec des centaines de clichés spectaculaires à son actif. Pour transmettre sa passion et surtout tenter d'alerter sur les dangers qu'il a observés au cours de ses missions, il a créé l'association Wildlife Interactions qui rassemble les scientifiques et les enseignants pour sensibiliser le jeune public dans les écoles, comme aujourd'hui au collège Charles III dans cette classe d'adaptation de 4e. Mon métier, bien sûr, c'est de capturer du coup la vie sauvage. Et donc actuellement, je mène une grosse mission, c'est la mission Carbone Bleu en Méditerranée, voilà, pour mettre en lumière les puits carbone, donc c'est-à-dire l'importance des cétacés et des herbiers qui contribuent à du coup notre impact carbone. D'accord. Et donc aujourd'hui, du coup, on est là pour transmettre le savoir, pour bien sûr mieux connaître cette Méditerranée et le sanctuaire Pélagos qui est à nos portes ici à Monaco et dont nos jeunes ont encore beaucoup de lacunes, donc voilà, donc on est là pour bien sûr qu'ils prennent plus d'initiatives et vraiment déclencher chez eux des mécanismes d'action, voilà, d'où l'atelier sur lequel ils sont en train de travailler. Olivier était déjà venu dans cette classe il y a quelques semaines pour une session théorique sur le sanctuaire Pélagos et ses défis. Cette fois, c'est une session plus pratique. Les 7 élèves doivent imaginer leur propre ONG pour trouver des solutions face aux menaces qui touchent les océans. Doivent nous dire quel animal ils voudraient protéger, comment et avec quel partenaire. Trouver le nom de l'ONG et le logo. Parce que notre objectif à nous, c'est aussi d'en faire des acteurs de demain, des gens qui prennent position. À la fin de la séance, donc ça va commencer tout à l'heure, chaque groupe d'élèves va venir présenter à toute la classe ce qu'il a imaginé pour sauver les animaux à l'avenir et comment ils voient les choses. Maëlys, Alexia et Alice ont choisi de privilégier la cause de la raie entre toutes les espèces marines menacées. On a fait notre logo là, c'est MDRM, parce que c'est pour dire Association des raies modula du coup. Je veux montrer que y a plein d'autres espèces qui sont en danger, pas que les poissons, les requins et tout, parce qu'on n'en parle pas souvent je trouve des raies. Et puis on a un peu appris d'un film que j'aime beaucoup. Oui. C'est quel film? Vaiana. Mathieu, quant à lui, a pensé au problème de la surpêche que son idée d'ONG pourrait aider à réduire. Alors, grâce à une cage 3D en fibre de carbone et verre qui scanne les poissons qui sont autorisés à être pêchés, la taille, le sexe, les saisons, etc. et qui laisse entrer les poissons que s'ils sont autorisés grâce à des capteurs et une base de données grâce à l'IA. Leurs idées ont toutes séduit le photographe marin, elles ont été l'occasion de faire croître la sensibilité des élèves et peut-être de faire naître des vocations. Le Grand Prix ne signe pas seulement le retour de la Formule 1, mais aussi de la Racing Stars Football Cup, un événement désormais emblématique, organisé durant la même période et qui rassemble des figures incontournables du sport automobile, des légendes du football mondial et d'autres personnalités internationales. Un match de football proposé par les Barbadians de Monaco, l'équipe fondée par le prince Albert II et qui est aujourd'hui présidée par Louis Ducruet. Pour évoquer le retour de ce rendez-vous mercredi prochain et son importance, il a répondu aux questions de Fabien Bonilla sur notre plateau. Écoutez. Louis Ducruet, bonsoir. Bonsoir. Vous y avez participé de nombreuses fois et vous reprenez l'événement et ça s'appelle désormais la Racing Star Football Cup. En quoi c'est important de maintenir comme ça cette tradition ?
C'est un match quand même qui a 30 ans et c'était vraiment une innovation il y a tant d'années. Nous, c'est vrai qu'on s'est inspiré beaucoup de ce match pour la Fighters Cup qui a lieu en janvier. Et voilà, cette année, c'était l'occasion pour nous de récupérer ce match, en accord bien sûr avec la famille de Mauro Serra qui a tant œuvré, qui a tant œuvré pour ce match pendant des années avec la Star Team. Et là, c'est pour nous du coup un gros challenge de pouvoir récupérer ce match après 30 ans et de pouvoir perpétuer cette tradition de ce match du Grand Prix. Alors mettez-nous l'eau à la bouche, il va y avoir de grands noms encore une fois, que ce soit du monde du football, de la F1, et pas que d'ailleurs. Oui, c'est un peu on a voulu garder un peu le même principe que la Star Team, c'est-à-dire des joueurs de foot, mais aussi des athlètes de haut niveau, de tout horizon, des pilotes de F1, mais aussi des personnalités publiques, que ce soit du monde de l'audiovisuel, acteurs, chanteurs, humoristes, youtubeurs, influenceurs, etc. Donc c'est vrai que cette année, on a un beau casting et on a hâte de pouvoir jouer tous ensemble. Oui, d'ailleurs, il y a quelques noms là que je peux citer, Gasly, Zach Adjar, Sens, Ludovic Giuli, Flavio Roma, Gaël Givet, Schilacci, M. Pokora, Paul Mirabel, on parlait de comique, Ragnar Le Breton également. Et la liste en plus n'est pas encore ferme et définitive. Elle est ferme et définitive, mais on garde encore quelques surprises, pour l'annonce des joueurs sur nos réseaux sociaux, pour pouvoir surprendre les gens par les personnalités qu'on a réussi à attirer pour cet événement. Au profit d'associations caritatives, quelles sont-elles là? Comme pour le principe des Barbadjans, c'est toujours de faire des matchs caritatifs pour d'autres associations. Donc en janvier, on fait ça pour Fightheads. Et là, donc, cette année, on a décidé de choisir 2 associations différentes pour faire vivre d'autres associations de Monaco, mais aussi de France. On avait voulu toujours avoir ce concept. Et donc, ce sera l'association Jules Bianchi, puisqu'on va malheureusement, ce sera les 10 ans de sa disparition cette année. Donc, on a voulu aussi rester sur le thème d'automobile et donc on a choisi l'association Be Safe Monaco, présidée par ma sœur Camille. Et donc, donc chaque année, on va essayer de faire des roulements pour changer un peu et faire vivre d'autres associations. Alors c'est un match pour la bonne cause, mais il y a un vrai enjeu, ça joue sérieusement sur le terrain. C'est du sérieux. C'est un peu l'ADN des Barbadjans, c'est un match caritatif où on se fait plaisir, mais aussi derrière, on a envie quand même de gagner et on veut mettre de la compétition sur le terrain. Et c'est vrai que comme avec le cirque, ça fait quelques fois qu'on perd, j'espère que cette fois-ci on va pouvoir gagner avec les Barbadjans. Et ça chambre dans les vestiaires, avant, après, ça chambre beaucoup? Oui, en plus on a des joueurs comme Ludo, Giuli, qui sont des gros chambreur, donc forcément. Qui était le plus gros chambreur et je pense. Forcément, il va un peu allumer les gars dans le vestiaire, je pense, des deux côtés. Donc on va essayer de faire ça de la meilleure des manières. Alors, c'est une rencontre prévue le mercredi 21 mai, et puis il va y avoir aussi en juin le Japon, dans le cadre de l'exposition universelle. Expliquez-nous. Alors le match, en fait on est sur l'expo universelle. Moi j'ai été nommé commissaire honoraire par mon oncle de cette expo et donc c'est vrai j'ai voulu ajouter ma petite touche là-bas au Japon, en plus moi par ma passion du Japon, faire un match contre les légendes du Japon, donc ça va être les Barbadjans et d'autres personnalités du monde du foot international qui vont rejoindre l'équipe des Barbadjans de manière exceptionnelle sur ce match-là. Il va y avoir là aussi des très grands noms du foot. Et contre les légendes du Japon qui ont joué ou dans le championnat japonais ou en équipe nationale. Alors on parle de foot, ça nous amène à l'actualité sportive de la fin de cette semaine. L'ASM-FC qui va rencontrer Lyon, il reste 2 journées. Plusieurs équipes sont au coude à coude pour obtenir une 2e ou 3e place synonyme de qualification pour l'Europe. J'imagine que vous suivez ça avec attention. Ah bah oui, comme toujours, l'AS Monaco, ça reste mon club de cœur et c'est vrai qu'on suit ça avec attention malgré mes obligations parentales récentes depuis. Mais c'est vrai que je serai au stade samedi et on espère une victoire pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et c'est vrai que ce sera être dans les 2-3 premiers, c'est faisable. On verra samedi. Si les joueurs ont le bon état d'esprit, qui veulent gagner contre Lyon, oui, on gagnera et on ira en Ligue des Champions. En attendant, mercredi 21 mai, à 15 h au Stade Louis II, le match de foot, la Racing Star Football Cup. Les places sont à 10 € en vente sur le site www.barbadjanmonaco.mc. Louis Ducruet, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
Du football toujours, après l'Unseme Cup il y a 3 semaines, la Mounegou Cup a fait son retour ce matin pour la 3e année consécutive. Des élèves de CE2 provenant de différentes écoles de la Principauté se sont affrontés sur la pelouse du Stade Louis II. Un rendez-vous créé à l'initiative du président de l'AS Monaco, Dimitri Ribolovlev, et qui a encore eu beaucoup de succès. Sarah Nkari et Arnaud Imbert sur place. Il y avait comme un air de Coupe du Monde aujourd'hui sur la pelouse du Stade Louis II. Près de 400 élèves de CE2 ont mouillé le maillot pour tenter de remporter la Mounegou Cup. Après les phases de qualification, les 8e et les quarts, nous voici en demi-finale. J'ai pleuré de joie. Et qui a marqué ? Et moi j'ai arrêté le... Moi je l'ai fait décaler le tir. Vous allez aller jusqu'à la finale ? Oui. On peut même gagner. Ces petits de la Condamine se sont finalement arrêtés aux portes de la finale qui a opposé une équipe des Révoirs à une équipe de Saint-Charles. Au terme d'un match survolté, sous les encouragements des autres écoliers, c'est finalement les joueurs de l'école des Révoirs qui l'ont emporté 3-1. On a gagné, c'était dur, mais on a tenu le coup. Une détermination qui a permis à Alexandre et ses coéquipiers de soulever le trophée, reçu des mains du président de l'AS Monaco à l'initiative de l'événement. Pour les dirigeants, il s'agit là de transmettre les valeurs du football et la passion du ballon rond aux plus jeunes qui, s'ils ne le sont pas déjà aujourd'hui, seront les supporters de demain. This age especially is where football is really enjoying funny. When they become older, it starts to get serious, a lot of pressure, only about results. It's very nice to spend the day seeing kids only having fun with football. How happy they were to see Denis Zakaria here, for example, how they are celebrating now, very exciting. It's not about winning, it's about enjoying the day, it's about having football in their life, and we are proud to promote that. Le club a en effet pu compter sur la présence de son capitaine. Je sais que pour eux, c'est quelque chose de spécial, donc je suis heureux de ça. Et sur la collaboration particulièrement enthousiaste des professeurs. Ils sont hyper ravis, ils sont solidaires entre eux, on trouve des élèves qui se mettent à s'encourager alors qu'en classe ils ne sont pas forcément comme ça. Et il y a vraiment une super énergie et c'est ce qui donne envie de vraiment nous aussi donner à 300% sur le bord du terrain. Tous les participants sont repartis avec un tote bag comprenant une tenue complète de l'AS Monaco et un cahier de vacances, de quoi atténuer un peu la déception de certains. Les carabiniers de Monaco avaient de la visite ce matin, celle des pensionnaires de la résidence Aketoudine. Un moment qui a permis aux anciens d'en découvrir un peu plus sur la compagnie et de se replonger dans les souvenirs de la principauté d'antan. Alban Gingembre et Thomas Deus. Une visite au cœur de l'histoire de Monaco. La caserne des carabiniers du Prince abrite son propre musée. À l'intérieur, de nombreux joyaux, témoignages de différentes époques. Aujourd'hui, ce sont les résidents de la maison de retraite Aketoudine qui découvrent cette collection. Toutes les choses, ils se montrent, c'est une vraie histoire de Monaco. Le médaille, ça représente la musique, le sport, tout. J'ai trouvé que c'était très très bien. Étant pompier, je connaissais très bien les carabiniers. Ça me touche quand même, car étant de la partie pompier, pas carabinier, c'est vrai que ça bouge, ça fait penser beaucoup de choses. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de photos que c'était très difficile à se rendre compte. Mais j'ai reconnu depuis le Prince Louis II tout le monde. Pour les carabiniers, c'est un moment précieux pour rappeler les valeurs et les traditions de la compagnie. C'est d'autant plus intéressant que nous avons affaire à des gens qui connaissent très très bien la principauté et avec qui on peut échanger sur des anecdotes, sur des moments de l'histoire qu'ils ont connus. On se rend compte qu'ils connaissent certaines personnes sur qui nous on a pu faire des recherches de la famille de carabiniers ou même de pompiers. Donc on peut aller piocher chez eux quelques bonnes informations effectivement. Les carabiniers sont en effet preneurs des témoignages des anciens, car la collection du musée est en fait enrichie par les dons. C'est donc à travers des échanges et la générosité des Monégasques que le musée s'agrandit. C'est une tradition 2 fois par an à l'approche de la fête des mères et de la fête des pères, ainsi que pendant les fêtes de fin d'année. L'AMAPI, l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée, ouvre ses portes. L'occasion pour les bénéficiaires en situation de handicap de vendre leurs créations et pour le public d'offrir des cadeaux qui font sens. Voyez ce reportage de Sarah Nkari et Arnaud Imbert. Dans les locaux principaux de l'association située dans le quartier de Fontvieille, c'est l'ébullition. Ce mardi est un jour important pour les bénéficiaires et pour les équipes encadrantes.
Les journées portes ouvertes, c'est une occasion aussi de montrer que les bénéficiaires sont en capacité de faire de merveilleuses créations. C'est l'occasion aussi de montrer que l'association est ouverte à accueillir un petit peu tout ce qu'on propose aujourd'hui. C'est un moyen aussi pour les bénéficiaires de se montrer, de valoriser leur travail, et ils en sont très fiers. Effectivement, ce n'est pas sans fierté que Marilyn et Alessandro nous présentent leur création. Je suis content que les gens apprécient le travail que j'ai réalisé depuis 2 ans et 9 mois. On a créé des bracelets avec Emmanuel. On a un classeur par jeune qui fait des bracelets. Voilà. Et derrière, on fait des paniers, c'est des paniers qui viennent de l'Italie, des produits frais. C'est beaucoup de travail ? Oh oui. Oui. Pour parvenir à ce rendu, les 39 salariés ont pu compter sur la bienveillance des éducateurs à leur côté quotidiennement. Chaque année, on prend un thème. Donc cette année, c'était des encadrements, fabriquer des cadres en bois et aussi des petits pendentifs avec des cœurs, puisque c'est la fête des mères. Donc on a pris le thème des cœurs. Et donc là, ils poncent, ils peignent, c'est un super boulot, quoi. Un super boulot que le public a pu admirer et acheter à tout petit prix. Les bougies parfumées, les sacs en crochet ou les cadres, la plupart des articles sont fabriqués à base de matériaux de récupération et peuvent être personnalisés. De quoi vous convaincre définitivement de pousser les portes de l'AMAPI lors des prochaines fêtes. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a accueilli un concert de musique américaine dimanche à l'Auditorium Régnier 3, musique sud-américaine plus précisément, puisqu'il s'agissait d'un concerto pour piano en fa majeur, interprété en soliste par le grand pianiste Jorge Luis Prats, d'origine cubaine. Encore un savoureux moment musical suivi de près par José Sacré et Camille Caloni. Avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les concerts se suivent et les succès aussi. Sous la direction de Leo Koopman, dimanche 11 mai, Rachmaninoff, Barber, Bernstein étaient au programme, ainsi que Gershwin. Le concerto pour piano en fa majeur, avec en soliste l'extraordinaire, l'unique pianiste cubain, Jorge Luis Prats. When I am playing this concerto, I can't avoid. I know how the black people who created these rhythms, and then I am sorry, I am not classic when I am playing this. I don't play like classic rhythm. 2/4 is 1, 2, 1, 2, 1, 2. No. I play in the old fashion. What is 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, and much more. 1, 2, 1, 2, 1. Because the rhythm in Cuban music, in jazz, for the black people, they don't dance. The feeling is not, the tempo is not in the feet. They dance in the hips. And I take all the risk, all the possible risk. Sorry for the piano today. I destroyed the piano. But you know why? Because when we rehearsed, only I talk about the witches of these kinds of things. And the orchestra was another lion when we played today, It is something so extraordinary. People has not the measure. It's just piano. No. It's open soul. Cœur ouvert.
exceptionnel. Et c'est sur ces belles notes que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, les prévisions météo de Sarah Nkari. Ensuite, vous retrouverez José Sacré pour son Culturama. Je vous laisse sur les images de la Monégo Cup capturées par notre photographe Ed Wright. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, les jours se suivent et se ressemblent. Demain, le temps sera toujours mitigé avec de belles éclaircies en matinée et des nuages plus épais dans l'après-midi. Les températures, elles seront identiques à celles de ce mardi, soit 13 degrés pour la minimale et 19 pour la maximale. Le ressenti pourra aller jusqu'à 24, c'est agréable, profitez-en. Et puis en ce mercredi 14 mai, nous penserons à souhaiter une bonne fête au Mathias, un prénom qui signifie cadeau. Belle soirée à tous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.